Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. 33 ans chez les pompiers, ça forge un homme, mais aussi une éthique et des convictions sur la protection au quotidien des citoyens. Et ça nous offre de découvrir plus en détail une expérience et des faits de vie liés bien évidemment à notre actualité à tous. Bienvenue pour le parcours du manager groupe sécurité incendie et sûreté des sites Michelin, Pascal Gamillot. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci Pascal d'être sur notre plateau. Alors j'aime bien savoir d'où sont originaires mes invités et où est-ce qu'ils ont passé leur enfance. Alors moi, c'est simple, je suis originaire du Doubs, franc-comtois, dans le village natal des Peugeot, Valentinier, où j'ai passé 22 ans de ma vie. C'est ça, ce léger accent? C'est ça, je l'ai un peu perdu, mais je conserve une partie. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père a travaillé chez Peugeot, était technicien, était responsable des traitements thermiques, et ma mère était mère au foyer. Lyon dans l'âme, quelque part. Tout à fait, Lyon. Alors, gamin, vous rêviez de travailler chez Peugeot, d'être vétérinaire, cow-boy ou comptable? Ah non, moi c'est simple, je voulais être pompier de Paris dès l'âge de 5 ans. C'est pas vrai. C'est aussi clair que ça. Déjà, vous aviez votre petit déguisement de pompier? Voilà, mon grand-père était pompier volontaire, je m'habillais avec les bottes et le casque, et je voulais faire que pompier de Paris. Déjà, il vous racontait des histoires de pompiers? Des histoires de pompiers, je vivais à côté de la caserne, donc je vivais ça au quotidien. Et ma grand-mère maternelle était parisienne, donc... Et vous alliez souvent petit à la caserne? J'allais tout le temps, je suis en vélo, c'était ma passion. C'est génial, c'est génial. Et on va le voir que ça ne vous a pas quitté, mais juste avant ça, vous faites quand même des études de mécanique. Alors mon père, son rêve, c'est que je sois ingénieur chez Peugeot. Donc je fais des études mécaniques. Je commence par un CAP ajusteur, et en fait, avant de m'engager à la brigade, je fais le concours d'une école d'ingénieur, mais je ne veux pas être ingénieur, je veux être pompier. Donc je m'engage à la BSPP, seul, sans en parler à mon père. Alors dites-moi, quand il l'apprend, on s'engueule avec son papa, non? Il ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Ah oui, ah ouais. Et puis finalement, il y a une hérédité quand même en termes de... Une hérédité, une fierté. Là, en fait, il voit que je deviens un homme en devenant pompier de Paris. Tu seras un homme, mon fils, on est en 1988, et pour 8 ans, vous accomplissez donc votre rêve et vous entrez chez les pompiers, à la BSPP, comme vous le dites, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Comment s'est passée la sélection? Alors, c'était du sport, beaucoup de sport. 4 mois d'entraînement assez intensif, où la souffrance fait partie du métier, mais avec une bonne ambiance et un esprit de corps qui m'a ravi dès le premier jour. Tout de suite, cet esprit d'équipe. Voilà. Quotidien, effectivement, très dynamique, sportif. Voilà. Et enfin, je découvrais ma réelle vocation, un plaisir qui ne m'a pas quitté pendant 33 ans. Alors, vous passez vite manager groupe. Vos missions sur le terrain, en quoi consistent vos premières missions? Alors déjà, je fais 6 mois dans Paris Intramuros. Puis après, je fais 4 ans au groupement instruction, où je forme les appelés et les engagés. Et en fait, au bout de 4 ans, je reviens en compagnie d'incendie, où là, je suis au cœur du métier. Et là, en tant que jeune sergent, je découvre la réelle vie parisienne et réellement le métier, avec les feux, le squad team. Et là, je revis chaque jour ce moment. Parce que durant les 4 années de formation, vous n'êtes pas trop sur le terrain? Non, pas du tout sur le terrain, à part quelques passages avec des équipes spécialisées. Mais autrement, je suis au groupe d'instruction en train d'encadrer les jeunes et les appelés et engagés. Alors, ces 4 années sur le terrain, j'imagine il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'excitation, mais des missions parfois, voire souvent, très difficiles. Alors, les missions ont toujours été difficiles, mais j'ai pu en faire fi. Par contre, il y a un fait qui est initiateur. Au 6e mois, mon premier gros feu, c'est à côté du Moulin Rouge. Et là, je suis blessé, je suis électrisé. Ah oui? Et je vis une expérience formidable. Je vis une expérience de mort imminente. C'est pas vrai, racontez-nous ça. Et là, bon, je suis tombé sur un câble électrique. Je suis resté... C'était combien de volts? 380. Et je suis resté 2 minutes couché sur le câble à me prendre des coups de jus, comme on dit. Et donc, je perds connaissance, je suis en arrêt ventilatoire. Là, on me sort, on me réanime. Et pendant ce temps-là, je découvre le plaisir de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, je vois la lumière blanche. Je vois cet esprit, cette sensation de bien-être, voire de jouissance.
Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie que pendant ce moment-là, à part bien sûr la douleur qui a provoqué cet état. Vous ne voyez que la lumière blanche ou on voit d'autres choses? On paraît-il revoit sa vie en entier? Alors j'ai vu mon grand-père, certaines images, une gentiane par exemple, donc c'est curieux. Et en fait, je vois ce tunnel et je suis en train de partir dans le tunnel. J'ai l'impression d'être sur le dos, couché à environ 2 ou 3 mètres, d'être dans une espèce de nuage de cocon. Et là, à un moment donné, ça explose, tout s'arrête, je retombe par terre. Et là, je continue à reprendre l'électricité et après, plus de souvenirs. Ce sont donc, ça a duré combien de temps? 2 à 3 minutes. Ah oui, ce sont vos collègues et amis qui... Voilà, donc il y a une personne qui me sauve, que j'ai retrouvée tout au long de ma carrière. D'accord. Je tairai son nom par pudeur. D'accord. Mais éventuellement, on pourra faire un petit signalement tout le long de la carrière, effectivement, qu'on va faire ensemble. En 98, vous obtenez le diplôme de l'école militaire interarmée. Combien de temps de préparation pour le décrocher? Alors, quand j'étais sergent, bon, déjà, en rentrant à la brigade, je veux faire officier. D'accord. Parce que j'avais fait une préparation militaire supérieure auparavant. Et puis, pour un problème d'aiguillage, je rentre comme simple sapeur et je découvre que j'ai un peu l'âme quand même de l'officier. Donc là, on me forme. Beaucoup de cadres m'accompagnent sur le sujet. Et notamment, la personne qui m'a sauvé, qui était mon capitaine à la 7e compagnie, me forme au concours, me prépare au concours pendant 1 an. Et là, je pars à l'école militaire interarmes à Coët-Quidan, où j'apprends les rudiments militaires de l'officier, plus 1 an en école d'application du génie Angers. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait de devenir officier, mis à part le grade? Je voulais être commandant de compagnie, je voulais commander ma compagnie au feu. Donc être un chef tactique engagé au combat contre le feu. Et dans la préparation, en fait, j'ai plus apprécié la préparation, la culture générale, la synthèse, la rédaction, tout ça m'a beaucoup plu. Comment, avec les années qui passent, les progrès technologiques, justement, comment les sapeurs-pompiers restent au fait, on va en parler parce que vous avez voyagé également à l'étranger, mais au fait, justement, des meilleures technologies pour sauver les autres? Déjà, au-delà de la technicité et la doctrine, la méthode d'analyse de raisonnement, qui est basée sur la marche générale des opérations, je ne vais pas rentrer, c'était très complexe, mais la force de la BSPP repose sur l'aguerrissement et l'entraînement quotidien permanent. Le drill, tous les jours, le pompier de Paris manœuvre, on apprend par cœur, et la restitution des gestes sur le terrain, sur opération, se fait naturellement, et c'est ça qui crée l'efficacité. On peut s'entraîner à tout type d'intervention de façon quotidienne? Alors, en fait, on a un mode de raisonnement qui permet de traiter tous les types d'interventions avec des phases successives, qui sont intellectuelles, et qui permettent de s'adapter à tout type d'intervention. Parce qu'on ne connaît pas le secteur, on connaît le secteur, mais on ne connaît pas le terrain quand on intervient. Le problème, c'est qu'on arrive à trouver, à restituer, avec une série chronologique d'étapes spécifiques, on arrive à restituer et à obtenir le succès de la mission, comme on a l'habitude de le dire. Vous étiez donc sur Paris à cette période-là. La majorité des interventions sont liées à quoi? Alors, 80%, ce sont du secours à victimes, donc les malaises, les accidents, etc. Il y avait 5-6% de feu, mais on s'entraîne à la partie majeure. L'effet majeur, c'est l'incendie. L'incendie représente la structure même de l'apprentissage. Si on sait combattre un incendie, notamment le feu d'habitation à Paris, le feu dans les immeubles haussmanniens, on est capable de tout traiter. D'accord. C'est celui qui est probablement le plus difficile. C'est celui tactiquement qui est le plus difficile, qui est le plus rapide, car le combat du pompier, notamment à Paris, c'est un combat d'infanterie. C'est un combat, le soldat du feu, c'est pas un mot vain. Et en fait, combattre l'incendie en faisant les sauvetages des gens, ça se gagne dans les 10 premières minutes. En 2006, vous devenez chef de la section opération, prévision et prévention au 1er groupement, qui est l'un des piliers de la BSPP, qui est essentiel pour maintenir la sécurité dans le centre de Paris, qui est situé à Montmartre, c'est ça? Alors, le 1er groupement d'incendie couvre la Seine-Saint-Denis et le nord-est parisien. D'accord. C'est ce groupement qui fait la moitié des interventions de toute la brigade. Donc, groupement très opérationnel, rugueux, avec une forte tension, notamment dans les quartiers chauds, quartier nord et la Seine-Saint-Denis.
Et c'est en fait un état je ne veux pas dire de guérilla permanente, mais il y a quand même une tension particulière. Alors, justement, c'est une question que je voulais poser un peu plus tard, mais ça tombe bien, vous en parlez maintenant. C'est la perception, justement, qu'a le pompier quand il est dans ces quartiers, ces zones sensibles difficiles, complexes, où on est à la limite de la guérilla. Policiers, gendarmes, on peut comprendre, force de l'ordre, qu'ils soient détestés. Le pompier est là pour sauver des vies, à l'égal des médecins qui, aujourd'hui, se font aussi canarder quand ils interviennent dans les cités. Comment on gère ça quand on est... Mais déjà, le pompier est là pour sauver tout le monde. Tout le monde. Quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité. Mais quelque part, le policier et le gendarme aussi. Effectivement, tout à fait. Et alors, c'est difficilement, je vais me faire taper sur c'est difficilement acceptable qu'on tape sur le pompier. Sauf que le pompier représente l'État, représente l'ordre, représente la société. Mais il ne fait pas du maintien de l'ordre, lui, contrairement... Non, malheureusement, les gens d'en face, les délinquants, on les appelle comme ça, ne font pas forcément la différence entre le sauveteur et l'agent qui assure la sûreté, comme le policier ou le gendarme. C'est assez difficile à vivre quand on est pompier parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est attaqué. Mais malheureusement, ça fait partie du lot, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de l'environnement. Et le pompier de Paris, notamment en Seine-Saint-Denis, il est capable de gérer et de travailler dans cet environnement d'insécurité permanente. On vous forme à ça? On nous forme, effectivement. On a des contacts avec les gendarmes, les policiers, alors les polices à Paris et puis en Seine-Saint-Denis. On avait des contacts fréquents avec la police, des échanges tactiques, et on a beaucoup travaillé sur l'interopérabilité entre les forces de l'ordre et les pompiers, car on intervenait ensemble et on intervient toujours ensemble. Tu veux dire que parfois ils vous encadraient, vous escortaient? Ils nous escortaient, ils nous protégeaient, ils assuraient notre protection. Des fois, il fallait aller carrément au contact et exfiltrer des victimes sous le feu, c'est le cas de le dire. Donc on allait au feu et sous le feu. Pour avoir vécu les violences urbaines, c'était quand même des moments exceptionnels. Vous dirigez le centre opérationnel du groupement. C'est 600 départs par jour. C'était à l'époque 600 départs par jour. Avec une fréquence, un engin, c'était une vingtaine de départs par engin, par équipage pour 24 heures. Donc des équipages très sollicités, qui n'avaient même plus le temps de s'entraîner, tellement il y avait d'interventions. Et quand j'étais à la section opération, là, c'était le Graal pour moi. C'était vraiment l'endroit où intellectuellement j'ai le plus progressé, j'ai le plus étudié la tactique, et c'est l'endroit où je me suis senti le mieux. C'est vrai? Ce qui est intéressant aussi, en termes de management, me semble-t-il, c'est que vous travaillez avec des gens qui sont pompiers de métier, mais aussi énormément de bénévoles. C'est quoi le pourcentage de bénévoles? Alors, les pompiers... à BSPP, peut-être pas. BSPP sont des militaires, donc il n'y a pas de bénévoles. Et parfois, vous arrivez vous retrouver aussi... Alors, quand vous parlez des pompiers volontaires, la plupart des pompiers de Paris sont historiquement des pompiers volontaires. Ils sont pompiers dès 16 ans ou 15 ans dans leur village. Ils intègrent la brigade, donc ils ont quand même ce côté pompier volontaire, un culturel. Et bien sûr, en limite de petite couronne, on travaille avec nos collègues des SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours. Donc il y a un échange périodique et on se répartit les missions. Il y a un renfort mutuel. Donc ça ne pose aucun souci. D'accord, parce que c'est une part très importante du nombre de pompiers, les volontaires. Oui, en France, c'est ça. Donc c'est 80%? Oui, à peu près. Alors, vous faites aussi beaucoup de formations avec vos équipes. C'est quel type de formation, justement, qu'on développe? Alors, il y a la formation, je vous dis, le drill, la manœuvre tous les jours de la garde. Après, il y a des formations spécifiques en secourisme. Alors là, il y a les pompiers de Paris, donc on fait quand même un très bon niveau, puisqu'ils sont encadrés par des médecins, etc. Et puis après, il y a toute la formation qui est liée à l'encadrement, à la progression sociale du sapeur ou du caporal-chef, donc l'échelle sociale de progression des grades, où là, pour chaque grade, on a un examen en concours. Et là, les gens sont formés en mathématiques, en français, en culture générale. Et en plus, ils ont leur formation purement pompier, donc des formations vraiment spécifiques liées à leur emploi. D'accord. Alors de la formation, et puis de votre côté aussi de l'analyse, quelque part, puisque vous rédigez des documents opérationnels, justement par rapport aux violences urbaines dont on parlait à l'instant, que ce soit des émeutes, des black blocs, etc. Pour produire ces rétextes, quelque part, vous travaillez sur quoi? À partir de quoi?
Quels éléments? Déjà, à la base, on est militaire. Et moi, j'ai beaucoup appris en lisant 2 bouquins. Clausewitz, de la guerre. Et puis, L'art de la guerre, de Sun Tzu. D'un côté, vous avez l'attaque frontale, le combat, la procédure, la manœuvre, la répétition, l'exercice. Et puis d'un côté, vous avez l'attaque indirecte, beaucoup plus fine, avec l'approche asiatique. Et moi, ces 2 bouquins ont été quand même des sources importantes pour décrire la doctrine. Et ensuite, on enrichit cette culture militaire par l'expérience, par le retour d'expérience, par le benchmark, comme on dit aujourd'hui, avec, par exemple, les pompiers américains, puisque j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour voir un peu ce que les Américains faisaient. Donc, tout ça s'enrichit. Et l'avantage des pompiers, à Paris notamment, c'est qu'on peut produire du texte rapidement. Ce n'est pas comme un texte de loi. Ce sont des règlements d'emploi qui s'adaptent en permanence à la situation. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Ce qui est passionnant aussi, j'imagine, mais parfois émouvant, c'est de travailler sur des rétextes, comme ça a été le cas pour vous, sur le décès des sapeurs-pompiers. Vous en avez eu autour de vous, j'imagine? Oui. Alors, la chose la plus marquante, plus terrible pour un pompier, c'est qu'un mode pompier meurt. Autant il peut accepter qu'une personne, une victime civile meurt, parce que malheureusement, c'est comme ça, mais quand les militaires, les pompiers c'est comme la police ou l'armerie, sont touchés en leur sein propre, là c'est difficile à accepter et c'est terrible. C'est une partie de vous-même. Voilà. Et en fait, c'est le plus dur. Moi, vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, indirectement et directement. Avant de partir, avant de quitter la brigade, j'ai failli j'ai eu 2 brûlés graves. Ils ont failli mourir. Et en fait, le plus dur, c'est d'être réunis dans la cour à Champéret et de voir le cercueil arriver avec la marche funèbre. Et ça, c'est quand même dur à supporter. Quel type de rétexte, justement, on peut faire à partir de ce vécu difficile? Comment on analyse ça? On essaie de trouver le pourquoi du comment? Il n'y a pas toujours de réponse. Ouais. Alors, il y a 2 voies. Il y a l'enquête, menée par les autorités judiciaires ou par la sécurité civile, la Direction générale de la sécurité civile. Et puis après, il y a le retour d'expérience en interne, où les choses sont analysées quand même froidement. On essaye de se détacher en permanence de ce côté filial, de corps, l'esprit de corps. Ouais. Donc, généralement, le rétexte, il est confié à d'autres personnes qui n'ont pas vécu l'intervention. Okay. Mais on a quand même une grosse capacité à se détacher émotionnellement des faits, parce qu'on pourrait vite prendre des mauvaises décisions ou des conclusions hâtives. Mais en tout cas, le retour d'expérience fait partie de la culture du pompier, qui est mis en place il y a déjà très longtemps. Et en fait, c'est culturel, ça fait partie de notre ADN. Vous faites effectivement, vous le signaliez il y a un instant, des voyages aux États-Unis, 2 plus exactement, 2004 et 2008, des formations pompiers, non seulement à New York, mais aussi à Washington. C'est des périodes de combien de temps? Alors, on était parti, Washington, moi j'étais parti avec un collègue pour préparer le diplôme d'investigateur sur feu. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, et dans les pays anglo-saxons, ce sont les pompiers qui font les enquêtes incendie, donc qui déterminent l'origine du feu. Okay. En France, ce n'était pas culturel. En France, c'est la police, c'était le laboratoire central à Paris, et il n'y avait pas cette connaissance du feu. Et quand j'y suis allé avec un collègue, on est resté 1 mois là-bas, j'ai appris beaucoup de choses sur le développement du feu, sur les propagations, sur les conséquences. Et ça enrichit encore le retour d'expérience. Et ça permet de tirer des conclusions opérationnelles, comme par exemple la mise en place de la ventilation opérationnelle. Donc c'est quoi? Ce sont des ventilateurs portatifs qui permettent de souffler de l'air frais sur le feu pour évacuer les fumées, parce que sur un incendie, le risque c'est les fumées. Aussi bien pour intoxiquer les gens, mais surtout des fumées qui peuvent s'embraser. Ventilation opérationnelle que vous mettez en place en France. Qu'on a mis en France. C'est ça, vous ramenez on ramène de ça des États-Unis. Culturellement en France, il ne fallait pas souffler sur le feu. Le fait d'apporter de l'air sur l'incendie était une cause de dégradation de la situation. Sauf que, pourquoi... Oui, on pense que ça attise... C'était historique, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a encore 30 ans, les carreaux des vitres, ils cassaient dès qu'on avait quelques degrés. Donc, avec l'évolution du contenant... Les fumées pouvaient sortir, c'est ça que vous voulez dire.
avec l'évolution du contenant, les vides blindés, toutes les mesures, les portes isolantes. On s'est retrouvé à avoir des ambiances de fumée dans des appartements qui étaient devenus explosibles. Et quand le pompier arrivait, au bout de 10 minutes, ça explosait quand il ouvrait la porte. D'accord. Donc, on n'avait pas été capable de suivre l'évolution du contenant. Alors maintenant, tout ça a été pris en compte, mais on avait vécu quand même une transition où ce n'était pas encore historiquement pris en compte. Ces deux périodes aux États-Unis, New York et Washington, je le rappelle, 2004-2008, c'est combien de temps vous y restez à chaque fois? Bon, après, aux États-Unis, à New York, on est resté 10 jours. Donc là, on a eu un échange un peu plus informel avec les pompiers américains de New York, suite au 11 septembre. Donc, il y a eu quand même des échanges après. On a pas mal étudié les écrits des Américains et on a essayé de les adapter en France, sachant que ce n'est pas nouveau, puisque le régiment des pompiers de Paris, avant 1900, avait déjà conduit 2 missions aux États-Unis dans les grandes villes. Et beaucoup d'éléments de la tactique opérationnelle des pompiers de Paris avaient été pris, voire écartés, déjà à cette époque. Il y a beaucoup de différences sur le métier de part et d'autre de l'Atlantique? Oui. Les pompiers américains, leurs bâtiments en fait s'effondrent. Ce sont des bâtiments en structure béton et acier. Donc, dès que l'acier atteint 600 degrés, il y a une déformation et les bâtiments s'effondrent. Donc, les pompiers américains, historiquement, ne pénétraient pas dans le feu. Alors que le pompier de Paris, bâtiment parisien, bois plus pierre, donc par un risque d'effondrement beaucoup moins important, pénétrait dans l'incendie. Et la clé du succès du pompier de Paris, c'était la disposition des points d'attaque au plus près du feu. C'est ce qui justifiait la gymnastique. Pourquoi? Parce qu'il fallait des êtres agiles, capables de monter aux échelles par les fenêtres pour approcher au plus propre du feu et l'encadrer, ce qu'on appelle circonscrire le feu. Passionnant. Voilà, c'était passionnant. Est-ce qu'eux également viennent en France pour les Américains ne sont pas trop friands des échanges avec la vieille Europe. Ah bon? Non, ils ont. Ça se fait dans l'armée de l'air, mais pas. Ils l'ont fait, mais à très. Bon, ça n'a pas eu. Il n'y a pas eu l'intérêt escompté. D'accord. Ensuite, vous passez chef de centre opérationnel. Alors, c'est quoi votre quotidien? Ça consiste en quoi? Alors, donc j'ai quitté la BSPP pour être muté au centre opérationnel de zone à Rennes, où là j'ai travaillé sur. En fait, les états-majors de zone des préfectures de zone des forces et de sécurité traitent 3 choses: la sécurité civile, la sûreté publique et la sécurité économique. Et moi, j'étais chargé de renforcer les départements de la zone ouest avec des moyens nationaux. Un exemple tout bête, un Canadair, c'est un moyen national. Si un feu de forêt en Bretagne, j'anticipe, mais on peut très bien demander un Canadair pour aller attaquer un feu en Bretagne ou ailleurs. Donc, en fait, le travail consistait en 2 missions principales: renseigner l'échelon politique, donc le ministère de l'Intérieur, des éléments sur le terrain, des départements, et renforcer les moyens pour les pompiers départementaux lorsqu'ils étaient démunis ou lorsqu'il y avait des grandes catastrophes. D'accord. On arrive en 2013, vous passez 3 ans comme chef de la cellule planification et appui, c'est assez long comme titre, aux opérations, au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, qui dépend de la Direction générale de la sécurité civile, de la gestion des crises. Et vous travaillez sur de projeter des détachements français sur l'ensemble de l'Hexagone et j'imagine les dom-tom aussi, dom-tom maintenant, mais aussi à l'étranger. Notamment via ce mécanisme européen de protection civile. On en parle souvent les étés, quand il y a des feux. On l'a vu en Grèce récemment. Il y a 2 ans, c'était du côté du sud-ouest. Ce système opérationnel et d'échange avec les autres pays européens, c'est efficace? Tout à fait, c'est vraiment efficace. Alors en fait, il y a 2 moyens de renforcer un pays qui fait une demande. Soit il y a des accords bilatéraux, par exemple la France-Algérie, des accords bilatéraux. Les Algériens veulent des moyens, exemple, lorsqu'il y a une catastrophe, un tremblement de terre. C'est ce qui s'est passé à l'Astam. Donc la France a envoyé des moyens. Ou alors la deuxième voie, c'est le mécanisme européen. Donc là, le pays demandeur, par exemple la Grèce,
va exprimer une demande de moyens à l'Europe en disant « je veux des Canadair parce que j'ai les feux de forêt en Grèce ». Et ensuite, les pays qui adhèrent à ce mécanisme européen proposent leurs moyens. Et, par exemple, la France va proposer Canadair, l'Espagne va proposer Canadair. Et ensuite, la Grèce accepte le pays. Et c'est vraiment très efficace parce que ça permet d'avoir une mutualisation des moyens, parce que ça coûte cher, assez efficace. Oui, parce qu'on n'a pas forcément tous assez de Canadair, par exemple. Des Canadair. Et ça permet d'avoir une concentration des efforts en un temps court, avec un gain quand même économique qui est conséquent. Et je pense que une réactivité suffisante, en tout cas. Oui, il y a une belle réactivité. Ça se fait dans la journée, quoi. D'accord. Dans la journée, on peut avoir des équipes qui partent. Donc c'est quand même bien un truc qui marche bien dans l'Europe, c'est bien ça. C'est le mécanisme européen de protection civile. C'est assez opérationnel. 2016-2017, vous êtes chef de la section préparation opérationnelle au bureau opération. En période de post-attentat, justement, c'est quoi la perception par rapport à ces événements qui ont marqué tous les Français? Donc déjà, et le monde entier, d'ailleurs. Donc là, déjà, c'est un retour d'expérience. Ouais. On a appris. Ouais. Ok. On a appris, c'est tout neuf dans les têtes. Maintenant, il faut concrétiser. Concrétiser, ça s'appelle la préparation opérationnelle. Donc, vous êtes intervenu, vous, sur les attentats? Alors, moi, j'étais au COGIC quand c'est arrivé, au centre opérationnel de gestion de crise du ministère intérieur. Et j'avais rejoint, j'avais géré la crise à partir du COGIC, parce qu'à l'époque, j'étais au ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, j'ai vu ça au niveau national. D'accord. Maintenant, pour revenir sur la question initiale, la formation des unités opérationnelles, elle s'appuie sur l'exercice. Il y a deux types d'exercices. L'exercice sur table et l'exercice sur le terrain. Et là, on a développé en un an, on a fait 200 exercices avec les forces de l'ordre et le SAMU. Donc, des exercices d'interopérabilité avec 3 services différents. Et là, on a pu vraiment progresser pour préparer le temps d'après. Et on était vraiment prêts, on était vraiment au taquet, comme on dit, pour encaisser la charge d'une nouvelle série d'attentats. Et on avait pris énormément. Ça veut dire que là, vous travaillez avec les forces spéciales de la police et de la gendarmerie, le RAID, le GIGN, etc. Alors, il y a deux niveaux. Il y a travaillé avec les forces normales, pour aller chercher les gens, et on a mis en place une unité spéciale qui était un groupe d'extraction. Donc, une dizaine de pompiers habillés casque lourd, gilet pare-balles, qui étaient capables d'accompagner les unités du premier cercle, GIGN, RAID, BRI, pour aller au contact des terroristes, au plus près, pour récupérer les victimes qui avaient été blessées et les extraire pour augmenter leur change de survie. Ok, donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Oui, c'était vraiment une nouveauté. Et il fallait accepter que des pompiers de Paris puissent mettre le casque lourd et les gilets pare-balles pour aller carrément au contact et sous le feu. Ouais. Et là, puissent se prendre pas des frigidaires ou des micro-ondes, mais des balles. Et là, il y a eu quand même une belle synergie avec notamment la BRI et le RAID, et puis dans une moindre mesure le GIGN. Mais c'était vraiment c'était l'outil qui manquait. Et qui se perpétue, on est d'accord. Qui se perpétue. En 2017, vous revenez justement pour gérer la Seine-Saint-Denis et le nord-est parisien. C'est une demande de votre part C'était un souhait caché de ma part. C'est vrai? Oui, parce que je voulais retourner sur mes terres. Ouais. Parce que le terrain, la science du terrain, elle représente quand même quelque chose d'important pour le pompier. Et donc là, je suis commandant en second du premier groupe d'incendie. Ouais. Donc là, je reviens en fait à Montmartre. Alors là, avec beaucoup de responsabilités, parce que je crois que vous pilotez un état-major à ce moment-là, et ça représente, en termes d'unités subordonnées, il y a 25 centres, c'est 1800 militaires, hein, c'est ça, oui, en tout cas. 25 centres c'est quoi la complexité dans la gestion d'autant de femmes et d'hommes? J'imagine qu'il y a des femmes également. Des femmes, heureusement. On salue. Oui, bien sûr. En fait, la complexité, je vais dire la facilité, parce que contrairement au monde civil, on ne manage pas en commande. Et l'ordre, il se fait, je ne vais pas dire de façon aveugle, mais on a quand même affaire à des gens disciplinés qui appliquent les ordres. Après, la difficulté, c'était le temps de travail qui commençait à changer, puisqu'on est passé de 18 gardes, 20 gardes à mon époque, à moins de 15 aujourd'hui, voire 14. Donc il a fallu gérer tout ça, et surtout
il a fallu gérer une explosion, une hausse exponentielle du nombre de secours à victimes, où nos pompiers sont fatigués, épuisés par le volume d'interventions qui sont liées aux secours à victimes, par défaut des services publics. Pourquoi ça explose? Plus de médecins de ville, saturation des hôpitaux, changement, approche culturelle différente. On appelle les pompiers, on va à l'hôpital, on va plus chez le médecin traitant. Donc tout ça a fait que paupérisation de la population. Et là, on a une explosion du nombre de secours à victimes qui a tendance à mettre à mal la capacité opérationnelle, notamment par l'absence ou la diminution de la fréquence d'apprentissage, de drill, de manœuvre. D'accord. Et pour contrecarrer ça, on a été obligé de mettre en place une séance dédiée d'1 heure où on mettait indisponibles nos équipages pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner. Ok. Parce que sinon, on avait des unités surexposées et sous-entraînées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne faites plus le secours des chats, ni les interventions sur les nids de guêpes. Voilà, donc il y a eu une purge, entre guillemets, un tri des interventions qui a été bénéfique, parce qu'en fait, il faut sauver les gens. Et tout est lié à une question de temps. On est en 2019, vous allez quitter les pompiers, 33 ans. C'est quoi votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, curieusement, il n'a pas eu lieu en service, il a eu lieu quand j'étais au repos, puisque il m'a encore arrivé un fait exceptionnel. Je suis intervenu par hasard sur un groupe d'enfants et d'adultes qui avaient pris la foudre au parc Monceau. Ah oui, je me rappelle très bien. Voilà, et je me suis retrouvé seul, en short, sous la pluie, à traiter 10 personnes qui avaient pris la foudre, dont un enfant qui était en arrêt cardiaque. Oui, exact. Voilà. Et Dieu merci, l'enfant, aujourd'hui, va très bien, n'a pas de séquelles. Et à la limite, si je vais retenir un fait, ce serait celui-ci. On reste parfois en contact avec les gens qu'on sauve? Ça m'était jamais arrivé, sauf que là, je suis resté en contact avec la famille. Donc vous allez manger le poulet frit tous les dimanches? Pas tous les dimanches, mais assez souvent. C'est chouette. C'est la seule fois où j'ai resté. C'est sympa. Vous êtes un peu le parrain, en quelque sorte. Voilà. Donc j'ai eu la chance. D'Ange gardien. J'ai eu la chance de pouvoir animer cet enfant. Comment se passe le passage dans le privé? C'est quoi la décision? Elle se fait... Et un jour, on vous pose la question, vous dites, je commence à être vieux. Ouais. Les nuits sont fatigantes. J'en ai marre de faire des morts, comme on dit. Il est temps de passer à autre chose. J'ai besoin de rebondir. Donc, je décide de quitter, à mon regret, à ma triste... J'ai mis 2 ans à faire le deuil. Donc, je décide, suite à un appel des Galeries Lafayette, puisqu'en fait, le responsable de sécurité incendie de l'époque était un de mes anciens capitaines. Donc, je décide de quitter, de poser le casque et les bottes et d'aller de mettre le costard cravate pour le Galeries Lafayette. Rassurez-moi, vous faites quand même toujours le bal du 14 juillet avec les copains. Quand je peux venir à Paris. Alors, vous rentrez effectivement responsable prévention, incendie et management des risques aux Galeries Lafayette Haussmann. Là, on change d'univers totalement. On est dans justement ces grands magasins, le faste parisien dans toute sa splendeur et une réputation internationale. C'est 10 établissements, dont 6 qui reçoivent du public, 10 000 visiteurs, 4 000 collaborateurs. Comment on s'immerge là-dedans? Alors, gérer les équipes, ça, vous savez faire. Ouais. En fait, je n'étais pas en terrain connu parce que c'était mon secteur. D'accord. Et j'avais beaucoup travaillé sur l'attentat aux Galeries Lafayette. Ok. Puisque, bon, on va pas tout dévoiler, mais j'avais quand même bossé sur le sujet. Ouais. Donc, je connaissais un peu le terrain, etc. Le problème, c'est que vous n'avez plus d'unité à commander, vous managez. C'est ça. Vous avez des gens qui ne sont pas là pour la même mission. Il n'y a pas de mission. Vous parlez quoi? Des agents de sécurité, par exemple? Des agents de sécurité. Ouais, des équipes d'agents de sécurité. Des agents de sécurité incendie, les SIAP. Les motiver. Oui, parce que bon, ils sont déjà, ils sont pas dans le même état d'esprit. Ouais. Ils sont pas dans l'intervention. Ils pensent être pompiers alors qu'ils sont que agents de sécurité incendie. Ils font beaucoup de prévention. Ils font des rondes. Donc c'est quand même dur de les motiver. Oui.
Par contre, ils ont une mission principale parce que c'est le continuum vertical, comme je dis. Complètement. Et en fait, le plus dur, c'était de faire comprendre qu'ils avaient une utilité parce que ils se lassent assez vite de leur métier. Alors ça passe par quoi? Ça passe par la redéfinition des missions. Ouais. Ça passe par donner du sens. Parce qu'il y a une perte de sens quand même. Ouais. Des responsabilités voilà, aussi. Effectivement. Une perspective de carrière, même si c'est quand même assez limité. Et puis surtout, un nécessaire besoin de renouveler les effectifs qui ont tendance à s'essouffler. Alors, dans vos missions, il y a de l'humain, mais il y a aussi de la machine, puisque vous digitalisez et modernisez un service incendie qui était, semble-t-il, un peu obsolète. Il était à bout de souffle, non pas parce que, historiquement, c'est un service qui vivait, je ne vais pas dire sur ses acquis, mais qui n'avait pas compris forcément le changement de société. D'accord. Le risque terrorisme, qui était vraiment important. Et puis, une capacité de s'adapter au changement du grand magasin. Avec le Covid qui est venu encore aggraver tout ça. Donc, il y a eu quand même une prise en compte. Et puis, avec des autorités qui viennent faire des commissions de sécurité périodiques. Donc, il y avait tout ça à remettre un peu, je ne vais pas dire niveau, ça serait péjoratif, mais redonner un certain sens et une certaine réalité par rapport au monde d'aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs vous quittez les Galeries Lafayette en 2021 pour aller chez Michelin? 2 raisons. La première, j'en ai marre de Paris, donc je veux quitter Paris. Ouais. Paris est devenu invivable. C'est vrai. J'ai aimé Paris. J'ai vu sa descente, la violence qui a augmenté en Paris intramuros, les difficultés de circulation. Donc j'ai besoin de partir extérieur, j'ai besoin de me ressourcer, de retourner à la nature. Ce qui est le cas à Clermont-Ferrand, siège du groupe Michelin. Et donc je suis contacté par quelqu'un, toujours le même, qui veut me recruter. Cette personne qui suit tout du long de votre carrière. Étonnant. À qui je dois tout, à qui je dois d'ailleurs mon épaulette d'officier. Et donc il me recrute pour venir moderniser la partie incendie et en plus la partie sûreté, donc la malveillance des sites. Ça, ce sont de nouvelles missions par rapport à ce que vous faisiez auparavant. En fait, j'élargis mon spectre de la sécurité incendie à la sûreté, donc à la malveillance, pour assurer la protection des sites de façon globale. Site France ou site Monde. Monde. Oui. Un travail immense. C'est énorme. Il y a on a 150 sites industriels. Majorité de tous les entrepôts, magasins de vente, vous êtes à 600. Avec des cultures différentes, avec des langages différents. Et je développe une approche que j'avais beaucoup travaillé sur l'interopérabilité. C'est l'approche globale, avec un œil sécurité incendie et un œil sûreté. C'est-à-dire qu'avant, mon équipe faisait des audits incendie et des audits sûreté. Mais ils ne le faisaient jamais en même temps. Et maintenant, on fait un audit incendie et sûreté. On débarque 3 ou 4 jours sur un site et on a une approche complète. L'approche sûreté, donc la malveillance, permet de rajouter un degré d'intelligence dans le simple fait d'appliquer des normes ou des lois qui sont assez riches en incendie. Et en plus, on a une approche insider, donc l'approche de la personne qui veut saboter ou détruire les installations par le feu. Vous travaillez avec 11 experts pour cette approche globale, c'est ça? Qui viennent de quels horizons? Alors, j'ai un panachage. J'ai des purs Michelin. J'ai des anciens pompiers de Paris. D'accord. J'ai des gens qui viennent de... J'ai recruté récemment un jeune ingénieur de l'école des mines d'Alès, dont j'ai souhaité une richesse culturelle pour avoir plusieurs prismes d'approche, aussi bien en sécurité incendie qu'en sûreté. D'accord. Et votre équipe, dans sa globalité, c'est combien de personnes?
J'ai 11 individus. 11 personnes. Après, je m'appuie sur 11 mercenaires. Voilà, ouais, c'est ça. Après, je m'appuie sur 3 time zones, Europe, Asie et Amérique, où il y a une espèce d'état-major, là. Puis après, on descend au niveau des sites, où sur les sites, j'ai un responsable sécurité incendie et un responsable sûreté. D'accord. Donc j'ai 2 réseaux, un réseau time zone incendie et un réseau purement sûreté avec les régions. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, citation à l'ordre du régiment, médaille de la sécurité intérieure, or, 8 médailles d'actes de courage et de dévouement. Quelle est celle pour laquelle vous êtes le plus touché? La rouge. La rouge. Napoléon Ier qui a créé le régiment de sapeurs-pompiers en 1811. Donc toute une logique. Et on retourne toujours à l'origine. Dans toutes ces récompenses, c'est pour l'ensemble de votre carrière, j'imagine, mais y en a-t-il une qui souligne un fait particulier? En fait, toutes mes médailles pour actes de courage et de dévouement ont été décernées pour des faits particuliers. Ouais. Celui dont vous êtes le plus fier, c'est... Je ne veux pas faire différence. Tout représente quelque chose tout représente un engagement personnel. Et la médaille de sécurité intérieure, or, je l'ai eue à l'occasion du parc Monceau. Donc celle-là, effectivement, elle a une valeur sentimentale au-delà des autres. Avant de se quitter, vous allez répondre au questionnaire de Pivot, revisité par mes soins. Votre mot préféré? Gentiane. Car c'est ce que vous avez vu. C'est ce que j'ai vu. C'est la plante qui survit dans les montagnes, qui est amère comme la vie et douce comme l'amour. Votre chanson préférée? La Cancoyote de Hubert Félix Tcheffen. Ça me rappelle mon enfance. Votre plat favori? La choucroute. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Merde, fais chier, putain. Les trois d'un coup. Trois d'un coup. Bien sûr, ça soulage. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Haussmann, le baron Haussmann, qui a magnifié Paris et qui a construit Paris parce que le feu ne l'a pas détruit. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Queen. Votre livre de chevet? L'étrange défaite de Marc Bloch. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer? Où est passé la 7e compagnie avec Jean Lefebvre. Vous avez fait partie de la 7e compagnie, mais ce n'était pas la même. Voilà. Ouais. Tout est commencé là et tout s'est fini là. Et je rajoute une petite question. Votre film sur les pompiers préférés? Est-ce que c'est celui... Backdraft. Backdraft? D'accord. C'est pas celui avec Pierre Ninet, Sauver ou périr. Il est beau. Il est beau. Mais Backdraft a été un des premiers films sur les pompiers qui est sorti. Et avec De Niro, il a toujours gardé ma préférence. Avant, on avait la tour infernale, mais c'était une autre époque. Pour terminer, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Tu as été dur avec tes hommes, mais ils ont survécu. Merci Pascal. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment très rapidement pour un prochain parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.